quelques amours. Un aventurier du grand écran, Steve McQueen. Une soirée théma, dimanche à partir de 20h45 sur Arte. Présent, disparition des baleines, une petite chronique de la mode au XXe siècle. Le programme que vous allez voir est diffusé en haute définition. Pour le plus grand plaisir des dames, le XIXe siècle avait vu l'avènement de la haute couture et des premiers grands magasins. Après la parenthèse très dénudée de la mode du Premier Empire, les femmes sont retombées sous les carcans de la crinoline, des faux culs et des flots d'étoffes. Et ce ne sont pas les premières Amazones à bicyclette qui ont pu véritablement inverser cette tendance. Alors, sous l'impulsion de couturiers, mais surtout d'une couturière, le XXe siècle va réinventer totalement la garde-robe féminine. Liberté de ne plus porter de corset, de se maquiller, de dévoiler totalement sa féminité ou de s'accaparer des tenues d'hommes. En 6 décennies, tous les codes vestimentaires en vigueur depuis des siècles voleront en éclats. Le siècle dernier est une épopée vestimentaire 100% au féminin. Une histoire d'audace et de liberté, en s'habillant, mais aussi en se déshabillant. Dans une époque qui prendra le nom de Belle quelques décennies plus tard, toutes les occasions sont bonnes pour se mettre en frais et revêtir ses plus beaux habits, surtout quand il s'agit de fêter un premier anniversaire de mariage au château de Breteuil. Ces messieurs ont depuis un demi-siècle adopté le noir. Redingote ou veston pour être plus décontracté, cravate, gilet, pantalon et chapeau de forme parachèvent cet uniforme masculin qui ne va plus subir de véritables révolutions au cours du siècle. À l'inverse, le XXe siècle va totalement bouleverser les allures vestimentaires de ces dames. En 2 générations, une nouvelle femme va naître. Mais en attendant, prises dans leur corset et leurs jupes longues à froufrou et balayeuses, ces dames gardent une attitude très guindée. Cela ne les empêche pas de danser sur des succès rétro du Second Empire. Seules certaines jeunes femmes bousculent un peu ces codes vestimentaires. Celle qui passe encore pour une jeune mariée, en osant porter un haut de forme de cavalière et un gilet, suscite sur son passage de nombreux commentaires. On la juge déguisée, mais elle assume ce style amazone, qui est encore l'un des seuls moyens de porter une tenue plus légère. Les jambes restent toujours totalement invisibles, car dévoiler ses chevilles n'est pas digne d'une femme respectable. Ces dames qui passent aux yeux d'écrivains comme Jean Cocteau pour une véritable forteresse imprenable le jour, le sont aussi au clair de lune. Comme tenue de nuit, elles portent une curieuse chemise, dite de procréation. Pourvue sur le devant d'une fente autour de laquelle était brodé « Dieu le veut », elle autorisait des rapports amoureux conformes à la morale chrétienne, en restant totalement vêtue. On a l'impression, en voyant les chemises de nuit, qu'il y avait peu d'intimité entre l'homme et la femme dans le couple.
Mais si l'on regarde l'image de la femme en dehors du mariage, si l'on regarde les actrices, par exemple, les stars du music-hall, les mannequins dans les publicités pour les dessous féminins, on voit des femmes voluptueuses et à moitié nues. Mais elles renvoient à une image considérée comme peu respectable de la femme. Je pense donc que ce sont le mariage et une vie respectable de classe moyenne qui imposaient des restrictions sur le comportement et la manière de s'habiller. L'époux a le privilège d'ôter les bottines de sa femme. C'est déjà un frémissement d'érotisme remarquable. Et ce chapeau d'Amazone porte en lui le signe prémonitoire de l'avènement d'une femme qui allait refuser définitivement les carcans grâce à un nouveau magicien des silhouettes. Paul Poiret est sans aucun doute le couturier qui libère la femme du corset en inventant dans les années 10 ces robes d'odalisque, ces robes qui sont comme ça des rappels purs d'exotisme. Il libère complètement donc la femme de tous ces dessous contraignants qu'elle avait. Il la libère autant qu'il va la comprimer très rapidement puisqu'à quelques années de ces années 10, il va réinventer une jupe entravée, aussi scandaleuse que ne l'avait été cette suppression, et qui va entraver la démarche féminine. Mais c'est sans doute sans commune mesure avec ce que le corset pouvait représenter. Mais Paul Poiret n'est pas uniquement un visionnaire qui a redonné pleinement aux femmes la liberté de respirer. Inspirées par les fêtes du couturier anti-corset qui durent jusqu'à l'aube, ces jeunes muses dans des robes à taille haute, style directoire, vêtues de manteaux amples, dérivés du caftan ou du kimono, et parées de turbans, jouissent enfin d'une totale aisance. Pour ces femmes aimant l'ivresse de la vitesse, mais aussi des senteurs subtiles, Paul Poiret a lancé en 1911 la première société de parfums de couturiers de l'histoire. Créateur d'avant-garde, il conçoit la première diversification des activités de la haute couture à l'origine du marketing contemporain. Illustration, parfum, décoration, il offre à la femme non seulement des robes, mais tout un univers artistique. Dans sa boutique, il exposera aussi les œuvres d'un créateur espagnol, Mariano Fortuny. Cet artiste qui a choisi Venise pour créer va donner aux femmes la liberté de révéler totalement les courbes naturelles de leur corps. À 2 pas du Grand Canal, son palais transformé en atelier est un lieu d'essayage d'étoffes aux secrets de fabrication jalousement gardés. L'artiste pluridisciplinaire qui pense aussi peinture et photographie va créer une silhouette d'une fascinante modernité inspirée de l'Antiquité. Fortuny a inventé en particulier un vêtement, l'adelphos. C'est une tunique très simple, c'est-à-dire un rectangle, un tube, à la fin un cylindre finement plissé à la main. Et en 1909, il invente une machine qui modifie et donne une ondulation particulière à ce plissé vertical, par un effet de chevelure, comme il disait. Il y a donc un plissé vertical et un plissé horizontal. En fait, c'est un habit qui ne peut être porté que par des corps extraordinaires. Mariano aime aussi saisir en photo les reflets ou les transparences de ces mystérieux velours ou mousselines de soie portés par sa femme Henriette. Metti una mano sul mantello. Appoggia la mano sulla... Photographiée sous toutes les coutures, elle devient une muse, et Marcel Proust en sera le chantre.
Tombé sous le charme, le romancier confie. Au fur et à mesure que son regard s'avançait, le miroitement de l'étoffe se changeait en or malléable. Perfetto. La voie ouverte par Fortuny, en se servant de nouvelles matières, est toujours, un siècle plus tard, une source d'innovation majeure dans la mode. Comme à l'époque des premières soies synthétiques ou du nylon, Hamish Morrow est aujourd'hui un créateur londonien toujours à l'affût de matières textiles inédites. Dans son studio, il compose des collections où le glamour élégant se conjugue avec l'avant-garde sportswear en employant des matières destinées jusqu'ici à la conquête spatiale. Mais Hamish, en bon anglais, aime le chic des matières nobles qui peuvent se porter par tous les temps. Alors il a fait subir à ce modèle de trench coat en soie un traitement révolutionnaire. Avec le traitement par les nanotechnologies, qui n'enlève rien au plaisir de porter cette matière, on arrive à avoir un tissu imperméable et résistant aux taches. Si on renverse du café ou du vin rouge, vous allez voir, le liquide devient une petite goutte sur la surface qui tombe tout simplement. Si c'était un textile normal qui n'avait pas été traité, il y aurait eu immédiatement une grande tache d'eau. Et comme vous pouvez le voir, l'eau s'écoule complètement. C'est pour cela que cette robe ressemble à un imperméable, pour illustrer cette qualité. Mais en fait, c'est une robe en soie que l'on peut porter tous les jours. Cette imperméabilité est obtenue grâce à une nanoscopique couche de cheveux à la surface du vêtement qui retient l'air entre le tissu et l'extérieur. Résultat, elle empêche tout corps liquide d'entrer en contact avec la matière textile. Mais ce n'est pas tout. Avec les nanotechnologies, les tissus ne s'imprégneront plus des odeurs de transpiration. Alors, être paré dans des matières extrêmement élégantes, sans s'inquiéter de leur usage, est un pari qui est en passe d'être gagné. Et pour ce chercheur du vêtement seconde peau, les tissus trempés sont devenus de l'histoire ancienne. Avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, où les hommes vont devenir de la chair à canon et à mitrailleuse, la belle époque s'achève. Dans un air qui sent la poudre, l'idée de la femme engoncée sous des couches et des couches de tissu s'évanouit. La raison tient en deux mots, travail et pénurie. De plus en plus de femmes vont être appelées à travailler pour remplacer les hommes partis au combat. Quant à celles qui ont encore les moyens de rester oisives, elles se demandent comment faire avec le manque de tissu chic. En flânant, les belles élégantes réfugiées à Deauville vont découvrir dans la boutique de Gabrielle Chanel un style tout en souplesse et conçu dans du jersey, matière jugée jusqu'ici trop molle, tout juste bonne à faire des sous-vêtements. En quelques mois, cette mode mêlant masculin et féminin, simplicité et luxe, oubliant les tailles serrées, remontant l'ourlet des jupes, rencontre un incroyable succès. C'est pas pour rien que c'est après-guerre, là où les femmes ont pris un pouvoir de plus sur elles-mêmes, que la mode appartient tout à coup à une femme. Elle est surtout, à partir de 26, cette femme qui invente, et on ne cesse de reparler, revisiter ce domaine-là, la petite robe noire qui est peut-être le vêtement le plus, j'allais dire minimaliste, mais essentiel pour la garde-robe féminine, parce que c'est les bases d'une robe t-shirt sans col, sans fioriture, sans décor. C'est quand même un grand pas de franchi vers un courant simplificateur tel que l'impose Chanel.
Cette apparente extrême sobriété fera écrire à Janet Flener, correspondante du New Yorker, « Chanel a lancé le genre pauvre. Petit chapeau léger, taille libérée, jambes enfin dévoilées, cette audace est reprise par tous les grands couturiers des années folles. » À Deauville, Paris ou de l'autre côté de l'Atlantique, on voit l'ourlet des jupes remonter jusqu'aux genoux. Dans leurs robes droites, simples et tellement légères, ces dames insouciantes ayant enfin gagné une totale aisance, se sont émancipées des vêtements pesants, et cela va bien sûr changer la vision de leur corps. À coups de raquette, Suzanne Langlaine, la divine championne bondissante, a montré la voie. Le sport n'est plus uniquement une affaire d'hommes. D'autres femmes préfèrent manier un club avec adresse pour réussir un birdie. À partir de 1925, le sport symbolise le dynamisme de la vie moderne. Alors, tous les départements des grands couturiers créent pour la première fois des lignes de vêtements totalement dédiées à la liberté de mouvement. Ils conjuguent des laines légères, des cotons et de plus en plus souvent du jersey. Mais le grand succès, quand il s'agit d'être chic tout en étant sportive, c'est la robe-chemise, et si possible, en soie. Mais comme si cette rupture vestimentaire avec le passé n'était pas assez nette, les jeunes femmes changent aussi radicalement de tête. Les salons de coiffure vont être soudainement assaillis par la même demande. « Coupez-moi les cheveux et court, s'il vous plaît ». Soulagées du poids de leur longue chevelure et inspirées par les héroïnes du cinéma muet, qui font la une des magazines, les femmes de la fin des années 20 prennent le regard en main. Cils longs, regard profond dessiné au col et au rimel, elles se libèrent de l'interdit moral de l'Église. Fini le tabou de l'œil maquillé, qui fausse l'aspect du regard, symbole du reflet de l'âme. Le tour des yeux noircis n'est donc plus réservé aux filles de joie, surtout si l'on cultive une allure de garçonne. Les années 20 doivent d'abord nous renvoyer à un personnage générique, un personnage collectif qui va recevoir un nouveau nom et qui est la garçonne. Et la garçonne, c'est véritablement un symbole. Alors, bien entendu, ça a été critiqué parce qu'évidemment, la garçonne, ça renvoie à une sorte d'indistinction des sexes, qui n'était pas du tout le cas, mais c'est vrai que la forme adoptée, c'est celle d'un corps tout uni, où à la limite même, les hanches ne sont même plus marquées. Et c'est un corps dans lequel la tête joue un rôle nouveau. Dès le début du siècle, quelques originales avaient tenté la coupe courte comme l'écrivaine Colette. Pourtant, la coupe au carré de Louise Brooks dans le film Loulou en 1929 reste le symbole absolu de la garçonne. Mais le jeudi 24 octobre de cette même année, le krach de la bourse de New York va mettre fin à l'âge d'or des années folles, et les audaces vestimentaires vont être remplacées par un retour à des allures beaucoup plus classiques. La mode, en fait, a eu peut-être peur des nouvelles libertés qui n'ont duré d'une manière extrême qu'autour de 25, 26, 27, mais dès 1929, et là ça correspond exactement à la crise économique, on revient à un classicisme, à une vision de la femme de toujours, en robe longue, avec des formes. On abandonne la silhouette plate, androgyne, qui était celle de la garçonne. C'est un phénomène qui est général et qui est à mettre en relation avec la montée des extrémismes, du totalitarisme, enfin toute cette
air du temps qui, comme toujours, explique les phénomènes de mode. On revient à des valeurs sûres. La décennie des années 30 est le grand retour d'une mode beaucoup plus féminine et très glamour. Les robes redeviennent extrêmement longues. Le seul secteur qui ne connaisse pas la crise, c'est celui des produits de soins du visage et particulièrement des crèmes pour préparer sa peau à la nouvelle mode. S'exposer librement aux rayons solaires. Une grande première dans l'histoire du look. Ce bronzage qui a été interdit pendant toute l'histoire de la beauté va changer radicalement le rapport de la femme avec son corps et avec la nature. Quand on interroge des actrices, on leur dit quels sont vos projets pour l'été, c'est bronzer, bronzer, bronzer. Et ça, c'est une rupture radicale dans le souci de soi et le souci de sa beauté, de son corps. En ce milieu des années 30, la seule chose qui résiste au retour du long et qui suit la nouvelle vogue des peaux hâlées, c'est le short de bain. Car pour les naïades qui souhaitent se rendre sur la plage, en dehors de cette tyrannie naissante du bronzage, il y a un autre dilemme de taille. Porter un pyjama de plage ou un short? Gracieux ou disgracieux? Dans la presse féminine, la polémique fait rage pour savoir qui a osé prendre la liberté de proposer aux baigneuses cette tenue qui était jusqu'ici le privilège de l'homme viril et sportif. Les pieds dans l'eau, ces querelles d'esthètes prennent une forme beaucoup plus ludique. Mais d'autres querelles, diplomatiques et politiques, vont prendre, elles, des tournures beaucoup plus dramatiques. Peu de temps avant que n'éclate la Seconde Guerre mondiale, les femmes prennent la liberté de lutter contre la sinistrose, surtout quand il s'agit de s'habiller pour une soirée. La mode défend comme jamais la frivolité. On voit renaître en 1939 des formes de la fin du siècle dernier revisitées par Elsa Schiaparelli, avec des robes à tournure et des dos nus de plus en plus vertigineux. Dans la rue, ce sont des tailleurs fortement épaulés, stricts et cintrés qui sont le plus en vue et qui signeront la silhouette caractéristique de la guerre. Pendant cette période, seuls les effets de turban permettent d'être chic, en évitant des frais de coiffure. Et le port des chapeaux en cloche ou proche du béret donne un ton de frivolité à la mode. Un ton qui pourrait très bien revenir au goût du jour. Quand on est un modiste reconnu comme Philippe Model et que l'on a des idées de chapeau en tête depuis 30 ans, chaque collection est un festival de formes et de couleurs. Pour être à la hauteur de grands événements mondains, le modiste se transforme aussi en coloriste hors pair, prenant des libertés pour ajuster à la perfection le ton du chapeau à la tenue de sa cliente. Ça m'arrive de faire des couleurs, de reprendre des couleurs, des teintures spéciales pour des tenues, pour des clientes qui ont certaines exigences. Ça ne veut pas du tout dire qu'elles sont assorties en camailleux. Ce qui m'intéresse, c'est le jeu des couleurs, l'expression de l'une par rapport à l'autre. Donc je peux m'amuser à faire un petit décalage aussi voulu par rapport à la tenue. Mais s'il peut y avoir une couleur pour chaque tenue, à Sens, dans son atelier, Philippe Model peut offrir une forme pour chaque personnalité. Ici, il a le choix parmi plus de 800 calottes différentes, pour laisser libre cours à son inspiration, mais aussi avec l'air du temps. Je peux être sensible à différentes sortes d'inspiration. Par rapport au XXe siècle, j'ai souvent réinterprété à ma manière des
des séquences, des souvenirs. Alors ça pouvait être un petit peu et sans plus inspiré par les années 20 et la forme un petit peu cloche courte, mais pour moi c'est très souvent les années 38, très élégant. Donc c'est un éternel travail de réinterprétation. Mise en forme, séchage au four, puis ornementation. Avec ce perfectionniste, le chapeau n'a plus seulement une vocation sociale, comme au temps où toute dame respectable se devait de sortir couverte. Avec le coup d'œil de Philippe Model, le chapeau n'est plus seulement un accessoire. C'est un coup de cœur qui signe une allure, une personnalité, qui ne demande qu'à se révéler par une belle journée ensoleillée. Deux ans après la fin de la guerre, si les Américaines sont rayonnantes et raffolent des effets des dernières créations exubérantes des modistes, de l'autre côté de l'Atlantique, l'Europe est exsangue économiquement. Résultat, la mode américaine ne tient plus compte des diktats des couturiers français et rêve même de faire de New York la nouvelle capitale mondiale de l'élégance. Au même moment, à Paris, dans un hôtel particulier de l'avenue Montaigne, un couturier va redonner tout son lustre à la haute couture parisienne, en prenant la liberté de créer à nouveau un luxe qui fasse rêver, c'est Christian Dior. Après la guerre, la mode était très limitée par l'utilisation des matières premières, puisque les cartes de rationnement ont été maintenues jusqu'à 1948. Et Dior s'est permis d'utiliser des matières chères dans des métrages considérables. Et c'est vrai que la mode de Dior était un retour au luxe d'avant-guerre qui correspondait plus forcément avec le monde d'aujourd'hui. Avec le tailleur-bar et sa petite veste blanche ultra cintrée, sa jupe noire très ample à l'ourlet allongé, Christian Dior invente une nouvelle silhouette que la journaliste américaine Carmel Snow, enthousiaste, nomme « a new look ». Nous sommes le 12 février 1947 et cette ligne, corolle, rendant les épaules rondes et douces, la taille fine comme une liane et composée dans un flot de tissus luxueux, va marquer à elle seule le renouveau de la haute couture française. En Allemagne, 2 ans plus tard, la mode franchit un nouveau cap. À Düsseldorf, l'IGEDO, le premier salon du prêt-à-porter, ouvre ses portes. L'ère de la production vestimentaire de masse débute, et avec elle, une véritable démocratisation de la mode. Le prêt-à-porter, en plein essor dans les années 50, offre un choix de plus en plus large de formes, de matières ou de couleurs, dans lesquelles chaque femme trouvera son bonheur. Pendant ce temps, Dior surfe sur le succès de ses femmes fleurs et fait le jeu des magazines avec ses formules de silhouettes qui démodent celles de la saison précédente. Mais ses allures semblent trop rétro pour Gabrielle Chanel. Militante de la liberté de mouvement, elle est revenue aux affaires en 1953 et affirme, fidèle à sa pensée, « La mode se démode, le style jamais ». Elle relance l'idée d'une femme ayant une allure plus en harmonie avec son temps. « 30 ans après sa petite robe noire, Mademoiselle impose un style indémodable avec son petit tailleur qui fera de Jackie Kennedy une icône inoubliable. » À côté de ce luxe de la simplicité, d'autres créateurs, dès le début des années 60, vont donner aux femmes la liberté de dévoiler totalement leurs jambes dans la rue, le plus simplement du monde. Comme pendant les années folles, la mode féminine vire à nouveau au court.
Cette fois, elle passe pour la première fois au-dessus des genoux en version mini et très rythmée. André Courrèges à Paris, Marie Kant à Londres rajeunissent les femmes avec un style petite fille. Leur public, les jeunes. Leur source d'inspiration, la liberté. La devise de Marie Kant, montrez vos sentiments. Elle lance dans le Swinging London la mini-skirt, version anglaise de la mini-jupe. À cette soudaine libération des codes vestimentaires classiques répond l'utilisation de nouvelles matières textiles. Quand le nylon et les collants sont arrivés, ce fut une véritable libération. Ce fut le début d'un mouvement qui s'est poursuivi avec d'autres matériaux. Marie Kant a fait dans les années 60 des imperméables en PVC, une matière qu'on utilisait alors uniquement pour les sols. Paco Rabanne a aussi fait des essais avec du plastique, mais surtout avec du métal. On l'appelait alors le plombier de la mode. Pendant ce temps, chez les jeunes, le fond de l'air vire à la contestation. Pacifistes dans les campus américains, comme en Europe, celles qui défendent la paix ou la liberté portent en majorité des pantalons, mais pas n'importe lesquels. Des jeans. 4 décennies plus tard, cet emblème de femme qui avait refusé l'ordre établi est en passe d'être à nouveau le symbole d'une autre lutte, cette fois au nom du respect de l'environnement. Dans ce hall à Pantin, en banlieue parisienne, se trouve classé entre béton et métal, sur plus de 200 mètres de long, 40 ans de création vestimentaire du célèbre duo Marité et François Girbaud. 4 décennies où le jean est passé du rang de symbole d'une jeunesse insoumise à celui d'un basique de la garde-robe actuelle que François Girbaud a fait constamment évoluer. Aujourd'hui, ce qui détermine les idées de ce jeaner, c'est le respect de l'environnement, en évitant les erreurs du passé et de la mode du délavé. Quand tu es responsable d'avoir pollué toutes les rivières, quand même avec le Stonewash, on laissait partir tout cet indigo pendant des années avant qu'il y ait des bassins de décantation. On ne savait pas, dans les années 60, on ne savait pas réellement tout ça, tout ce truc-là. Maintenant, on sait. Donc si ce n'est pas des gens comme nous qui crions, qui se servent du jean, à nouveau d'une manière militante, à nouveau, le jean peut servir. Résultat, pour ces nouvelles collections qu'il présente à Milan ou à Paris, le maestro de la toile de Nîmes a décidé de changer radicalement de partition en présentant des jeans fabriqués sans consommation d'eau, avec des procédés très innovants. Avant, mon piano, c'était de l'eau et des cailloux. Là, j'ai la lumière. Depuis quelque temps, on a les lasers, on a les ultrasons. On est en train de se servir justement de tout ça. Et là, même le jean. Le jean, on a des jeans qui sont thermosoudés. Donc, ça y est, j'y suis, je fais des jeans sans couture. Il n'y a plus besoin de ça. Donc, on peut faire un jean aujourd'hui très propre, très clean, qui correspond à ce qu'est un jean urbain, évidemment. L'extrême précision du laser permet de rendre apparent le tissu jusqu'ici considéré comme une simple doublure. Le jeans du XXIe siècle, selon François Girbaud, semble révéler l'intériorité de celui ou celle qui le porte. Ces motifs de couleurs ou de fleurs paraissent être les signes d'une tribu qui porte un jean lavé de tous ses préjugés passés. La seconde moitié du XXe siècle a inventé un nouveau vêtement, le dévêtu. La réflexion du romancier et journaliste Jacques Laurent trouve son illustration sur les plages de Saint-Tropez avec le bikini. Baptisée avec le nom d'un atoll du Pacifique, terrain d'essais nucléaires américains, cette tenue composée de seulement 4 petits triangles de tissu va faire l'effet d'une bombe. Car le fait d'abandonner le maillot une pièce n'a pas été une mince affaire.
Alors cet ultime acte de liberté qui consiste à porter un maillot de bain 2 pièces, bikini, eh bien, ça commence dès l'époque de la fin de la guerre, 1945, mais s'il ne va pas être porté tout de suite, la jeune génération des années 60 va l'adopter avec bonheur, parce qu'il correspond totalement à ce que les jeunes femmes et les féministes en particulier veulent dire à travers le vêtement, exprimer leur liberté d'être dans un vêtement qui libère le corps. Déshabillés ou habillés, les changements touchent toutes les couches de la société, y compris la jet-set. Quand il s'agit de paraître très élégante pour un cocktail, là aussi, les convenances vestimentaires sont bouleversées. La légèreté glamour des robes de cocktail va être rendue très classique par la modernité de femmes qui vont oser prendre la liberté de s'accaparer le nec plus ultra du chic masculin, le smoking. En 1966, avec ses costumes d'homme, ses shorts du soir accompagnés de blouses transparentes, ses cabans ou sahariennes au féminin, le style androgyne d'Yves Saint-Laurent est une révolution. Elle marque un point culminant dans l'émancipation vestimentaire des femmes. Dans la même journée, elles peuvent être dévêtues en bikini et très habillées en smoking. La même année, Saint-Laurent met le cap vers le prêt-à-porter de luxe étiqueté rive gauche et réussit la première démocratisation de l'esprit haute couture. Une décision prémonitoire dans un contexte où beaucoup de maisons de haute couture vivent leurs dernières heures de gloire. Les maisons de haute couture se sont faites harakiri avec leur propre prêt-à-porter. Avec cette idée qui s'est avérée fausse, qu'elles allaient habiller les filles de leurs clientes. Alors, ce que personne ne réalisait, c'est qu'une fille ne s'habille pas où sa mère s'habille. Ce qui fait que les boutiques Saint-Laurent n'ont pas habillé les filles des clientes de la couture, mais les clientes de la couture qui trouvaient extrêmement moderne de s'habiller en prêt-à-porter à des prix incroyablement plus abordables. Le début des années 70 est un tournant. Les femmes ont achevé en moins de 7 décennies leur révolution vestimentaire. Elles entrent dans l'ère du libre choix. Les phénomènes de mode s'accélèrent et l'allure féminine échappe définitivement aux diktats de la haute couture. Il n'y a plus une mode, mais des modes. Le vêtement devient le reflet d'un mouvement de pensée, d'un idéal de vie. Aux hippies, en robe à fleurs en version Peace and Love, succèdent des créatures coiffées à l'iroquois, martelant le no futur, les punks. Au début des années 80, les créateurs qui ont remplacé les grands couturiers composent tous les 6 mois des défilés de prêt-à-porter qu'ils mettent en scène dans de véritables shows. Ainsi, ils marquent les esprits de ces dames avec une identité forte et reconnaissable. Au début de la décennie 90, de grands groupes financiers rachètent des maisons de couture et de maroquinerie au prestige fané et les relancent dans la logique d'un déploiement planétaire. Dorénavant, on ne parle plus de couture ou de création, mais de luxe. Dans ce contexte, les sacs à main, puis les chaussures et les lunettes de soleil semblent rendre les vêtements accessoires et sont portés par des top modèles de plus en plus jeunes et maigres. Ces canons physiques imposent aux femmes libérées de toute convenance vestimentaire des contraintes beaucoup plus psychologiques. La tyrannie du filiforme n'a jamais été aussi forte et la surexposition du corps aussi grande qu'à l'aube du 3e millénaire. Toutes ces libertés apparues au XXe siècle
celle de montrer son corps, celle du choix possible parmi toutes les tendances qui sont présentes chaque saison, eh bien, elle représente aussi une contrainte. On peut certainement ressentir la perte de repères, la perte de guide. Et la difficulté, ça peut être de savoir comment se repérer en fonction des circonstances, ce que l'on peut vraiment faire et ce qui est dans l'esprit du moment. La trop grande liberté vestimentaire peut entraîner une perte d'identité, ou en tout cas une quête d'identité. Il n'y a plus de mode, rien que des vêtements. Cet aveu de Karl Lagerfeld met un point final à un siècle qui avait débuté sous le poids des contraintes vestimentaires, qui s'en est allégé et libéré, mais qui n'a pas supprimé l'emprise de la mode sur nos looks. Pour s'y retrouver parmi les 300 collections présentées chaque année rien qu'à Paris, sans compter les milliers de défilés dans toutes les capitales du monde, la presse féminine est l'indispensable tour de contrôle pour décrypter des tendances. Dans un magazine comme l'Officiel de la couture, la mode est depuis 1921 l'objet de toutes les attentions. Alors, quand il s'agit de préparer le numéro qui résume les grandes lignes des dernières collections, les rédactrices passent en revue les différentes manières de revisiter les silhouettes du passé. Voilà, tout ce travail de ce retour, c'est ça, la ceinture. Même si on a des références au passé, moi je trouve que les recherches de matière sont très intéressantes cette année. Et puis surtout, il y a des nouveaux volumes. Alors les références au passé, c'est 50 et 70 cette année. Et on peut retrouver ça chez, évidemment, Marc Jacob. Voilà. Bah là on a tout, on a les ceintures. Et la veste longue, avec le pantalon aussi, la veste... les tuniques aussi pas mal. Les tuniques aussi, oui, beaucoup de tuniques. Sur les podiums, le style 80 n'a pas dit son dernier mot. Pendant que des modèles très glamour rappellent les stars d'Hollywood des années 40, ou que les coupes des années 50 sont revues et corrigées, mais aussi réinventées dans de nouvelles étoffes. Donc je pense que les nouvelles matières, la recherche des matières va influencer les nouvelles silhouettes de demain. On ne peut pas s'arrêter toujours en disant c'est des références au passé. La mode est avance toujours, et c'est un perpétuel changement. En attendant le retour de la taille serrée ou de l'heure indienne, comme au temps des Lumières, avant de vivre à nouveau un véritable bouleversement apporté par des innovations dans les matières textiles, comme au temps de la Renaissance, en réinventant des tenues qui révéleront notre personnalité d'un seul pli, comme aux heures de gloire de la Rome antique, parmi tous ces passés recomposés, tous ces rêves de mode future, il y a une réalité qui restera toujours indémodable. La mode est le plus beau reflet de l'air du temps. Dès lundi, visite de chantier à Kaboul. Des trésors architecturaux et des quartiers anciens ravagés par la guerre y sont en voie de restauration. Dans un instant. Ça suffit, Dosta en roumain. C'est le slogan de la campagne européenne contre la discrimination qui frappe les Roms. À suivre. Cet après-midi. À mon sens, la cruauté avec un but précis n'est plus de la cruauté. C'est de l'efficacité. Ils vivent un enfer. Le Bounty n'est pas un navire au goût de paradis.
C'est le capitaine qui est le voleur, c'est pas moi. Nous infligerons la calomnie de cet homme. Trop, c'est trop. C'est monstrueux, c'est un malade dangereux. Mais qu'est-ce que ces déserteurs font ici? Ils vont se révolter guidés par Marlon Brando. Homme d'équipage, je prends le commandement de ce navire. J'essaie de s'emparer du navire. Les révoltés du Bounty, cet après-midi à 14h sur Arte. Andrew Jackson, 7e président des États-Unis. Un Américain qui s'illustra contre les Anglais. Un expansionniste sans pitié pour les Indiens. Un homme pour qui la fin justifiait les moyens. Un de ces hommes qui ont fait l'Amérique, Andrew Jackson, demain à 20h45 sur Arte. Tout de suite, Thé Matinée observe de près la façon dont les hommes vivent et nous en rend témoins. Les Roms, ils sont jamais vraiment chez eux. Et en tout cas, ils sont chassés de partout. Parce que ce soit dans notre pays ou dans le leur, enfin dans leur, au pluriel, Bulgarie, Roumanie, Hongrie, etc. Moi, pour être allé là-bas, alors je ne veux pas faire de généralité, je ne sais pas quelle est à chaque fois la situation, mais là-bas, le village rom était presque collé. Enfin, il y avait une rue qui le séparait du village roumain, et ils se recevaient des pierres. Donc, pourtant, je veux dire, ils sont nés là, pour la plupart, ils sont là depuis un certain temps quand même. Donc c'est fou à quel point ils sont jetés de partout. Ils sont jetés de partout. Le malheur est là, la douleur est là. Mais il y a une espèce comme ça de quelque chose de vital qui est bouleversant. Ай, с по-бърза крачка. Можеш ли? Не знам. Аз така, може би, Алиса... Боже, въпрос за пари, да. Тях друго не ги интересува. Кой има? Като че ние сме виновни. Мило, добре, че се сменим. Се представя, ако бях представил в време, съвсем самичка. Амачи! Здрасти! Утре в 9 часа, това баба ти ли? Утре в 9 часа в училище, откриването на учебната година. Нали знаеш? Облечен, приготвен и от понеделник започваме училище, ще учим сутрин. Знаеш. Добре. Първи клас ще бъде. Да, първи клас ще бъде, Санчо, да. Ще извиняваш, за първи клас, т.е. път ще дават 100 лева. Ще дават 120 лева. За него? Да, за сам. Къде е учителката? Аз съм учителката. Аз идвах няколко пъти, вас нямаше. Аз съм учителката. Какво трябва да правим? Молба нещо? Значи, като тръгне в първи клас след 15 септември, след това ще поискат от майката документ, че е записан в училище. Когато той тръгне на училище, вече е записан официално, тогава ще взема документ и ще може да взема 120. Ако искат децата да учат. Няма да пратят децата на училище. Децата няма да пратят на училище. Боже, Катерина, Боже, да вземем да свързвам. Надолу няма да свързвам. Първи клас! Събираме първи клас!
Асенов кой номер? Не е ли записан? Никой ли не го е търсил? Кръстю Асенов. Аз сега преди малко бях на Кръстю Асенов. На колко е години? Не е ходил до сега на училище.